le président a demandé à ses associés de s'en aller. Mais ils se sont trouvés trahis. C'est que je m'aperçois que je m'occupe de tout le monde, je m'occupe de mes clients, je m'occupe de mes salariés, mais personne ne s'occupe de moi. Les conseillers ont besoin d'être conseillés de temps en temps. Et à un moment donné, je voyais, je faisais ça pour mes clients. Et j'ai voulu me légitimer et faire un parcours de certification. On attend souvent la transformation de l'extérieur, alors que moi, je considère que ça vient de l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai encore plus le sentiment d'être utile. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Hervé Granet, ancien expert comptable qui s'est reconverti en coach et accompagnateur de dirigeants d'entreprise et également notamment de dirigeants et dirigeantes de cabinets d'expertise comptable. Et on va du coup parler de son parcours et parler de la manière dont il vous aide à surmonter les défis du quotidien, définir vos stratégies. Bonne écoute. Et j'en profite du coup aussi pour vous proposer de vous joindre à nous lors de notre événement Comptatech qui aura lieu le 17 juin de cette année au Zénith à Paris avec plus de 2000 confrères, consoeurs, collaborateurs, chefs de mission attendus parmi nous. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Comptatech. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de t'accueillir Hervé. Bonjour. Bonjour à toi, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et du coup Hervé, on va notamment parler de ton parcours, parce que tu es un ancien expert comptable, et tu t'es reconverti en coach, accompagnateur de dirigeants d'entreprise, et notamment de dirigeants de cabinets d'expertise comptable, avec du coup une nouvelle structure que tu as lancée qui s'appelle Gentle Minds. Et avant ton cabinet que tu as, je crois, créé et dirigé pendant un bout de temps, qui était le cabinet Axence, principalement basé à Lyon Et Saint-Étienne. Lyon et Surtout Saint-Étienne. Surtout Saint-Étienne. Lyon. On sent déjà la bataille. C'est un cabinet ligérien avec une antenne importante à Lyon. Ok, bon, trop bien. Ce que je te propose, c'est on va commencer par rapidement évoquer un peu ton parcours, qu'on comprenne comment t'en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui. Et puis on va, au cours de l'épisode, pas mal se concentrer sur plutôt la fin, parce que des experts comptables, il y en a plein. Mais ton parcours à toi, il est plutôt singulier dans le sens où tu t'es reconverti. Et vu que tu accompagnes notamment des dirigeants de cabinet et dirigeantes de cabinet, essaie de comprendre un peu ce qui fait leur spécificité, comment tu bosses avec eux ou avec elles, souvent quand tu prends ces missions. Peut-être aussi ce que tu as fait pour devenir coach, parce que je crois que tu t'es pas improvisé coach du jour au lendemain. Voilà, mais peut-être commençons par le début. Pourquoi tu es devenu expert comptable? Comment tu es tombé là-dedans, quoi? Alors, je suis devenu expert comptable par hasard parce que je commence mes études en plein les milieux des années 80. Okay. Et c'est les années, ce qu'on appelle les années fric, les années d'entrepreneur. Et moi, j'avais prévu d'être prof de gym, prof de sport. Okay. Donc, je fais mes études de prof de sport, mais finalement, je suis attiré par à la fac, quoi, STAPS. À la fac, oui, exactement. Okay. Voilà, j'ai fait 4 ans d'études. Ça s'appelait UREPS à l'époque, STAPS. Okay. Et je suis quand même sensibilisé de plus en plus au fil des années par l'entrepreneuriat au sens large. Et je vais abandonner mes études de sport. Je ne me vois plus professeur pour prendre le temps de me former dans une matière que mon père avait considérée comme indispensable, mais qu'il ne pratiquait pas. C'était la gestion et la comptabilité. Et j'avais plein d'idées pour créer des boîtes, mais je vais d'abord écouter mon papa et je vais faire de la comptabilité. Et là, je découvre un monde que je ne connais pas du tout, c'est le monde de l'expertise comptable. Et ce monde m'attire, même si à ce moment-là, je me dis que les études, ça va être très long. Mais je tente. Tu découvres comment c'est? Tu fais un stage, quoi? Oui, parce que dans mon parcours d'études, je dois faire un stage. Et je découvre le monde du cabinet d'expertise comptable. C'est vraiment le cabinet à l'ancienne. Donc je le trouve sur un côté un peu sombre peut-être. Néanmoins, dans ce cabinet d'expertise comptable, il y a une entreprise qui va devenir leader à l'époque, qui s'appelle l'entreprise Zanier, les vêtements Z, qui va sponsoriser le Tour de France, gagner le Tour de France. Donc je me dis, tiens, un expert comptable de Saint-Étienne peut avoir un client qui a une vision nationale, internationale, voire même mondiale, et il lui apporte quelque chose. Et je me dis, tiens, au lieu d'être chef d'entreprise, je peux accompagner des chefs d'entreprise ou être chef d'entreprise à temps partagé. Je vais rentrer dans un cabinet d'expertise comptable et je vais avoir la chance d'être accueilli par quelqu'un qui a une vision et qui me dit, si vous allez jusqu'au bout,
moi, ce sera peut-être l'heure où je vendrai. Voilà. Et donc, je suis resté dans ce cabinet. Et j'ai eu assez vite l'envie de développer ce cabinet. Et du coup, tu fais les études en parallèle du Je fais cabinet. mes études en parallèle, voilà, mon apprentissage. Donc, je passe les années. Toujours est-il que je m'associe à ses côtés et à côté d'un autre confrère en 1998. Et comme je le rappelle souvent, on était en société civile de moyens, donc chacun sa pomme quelque part, chacun sa clientèle, chacun pratique comme il a envie de pratiquer. Il n'y a pas de communauté, si ce n'est le photocopieur et les locaux. Donc c'est assez... il n'y a pas de notion d'association. Mais entre deux pauses, au bout de 6 mois, ils me demandent si ça va. Je leur réponds oui, ça va, super. Au bout d'1 an, ils me disent ça va. Oh oui, ça va, je développe. Au bout d'1 an et demi, ça va. Ouais, ça va super bien, mais c'est quoi le mais? Le mais, c'est que je m'aperçois que je m'occupe de tout le monde. Je m'occupe de mes clients, je m'occupe de mes salariés, mais personne ne s'occupe de moi. Et là, ça a fait tilt. Ça, c'était en 99. Pas 2000. longtemps après ton... Ouais, très peu de temps, 18 mois, 2 ans après. Et donc, je me dis, je ne vais pas pouvoir tenir longtemps sans que quelqu'un me dise, me conseille pas à moi. Moi, je conseille les autres et personne ne me conseille. Et donc, je vais, par l'ordre des experts comptables d'ailleurs, rencontrer une consultante. On n'appelait pas ça coach à l'époque. Nicole Saunier-Gormezano, qui va m'accompagner et qui va accompagner les 2 autres associés du cabinet. Alors moi, je suis le junior. T'as dû les convaincre ou... Alors, ça a été assez facile à les convaincre. Okay. Parce que l'un allait partir en retraite, Camille. L'autre, Marc, avait du chemin encore à faire. Et il voyait que une nouvelle génération arrivait. J'incarnais cette nouvelle génération et il fallait pouvoir parler à quelqu'un d'autre. Le cabinet se développait et on n'allait pas rester que 2, quoi. Donc, il fallait attirer des jeunes ou attirer d'autres personnes et on ne savait pas trop comment s'y prendre. Donc, dès les années 2002, on se fait accompagner de façon assez intense et on commence à écrire notre stratégie en 2002 pour les 3 prochaines années. Et bien nous en a pris parce que quand on a rencontré de jeunes confrères qui voulaient éventuellement s'associer, on avait une histoire à leur raconter. Alors, on avait d'abord une histoire à nous raconter à nous-mêmes, à nos salariés. Alors, on avait une 20aine de salariés à l'époque, mais on avait déjà un projet de vision et un projet de stratégie. Et on a répété cette stratégie tous les 3 ans, en fait, tout en étant accompagné. Alors, on avait un double accompagnement, c'était un accompagnement collectif, donc on faisait 1, 2 ou 3 séminaires par an. Et moi-même, j'avais besoin de discuter avec ce que j'appelais ma consultante, parce que le terme coach, pour moi, c'était plutôt le côté sportif des choses. Et j'y trouvais du bonheur, c'est-à-dire enfin quelqu'un s'occupait de moi, c'est-à-dire je pouvais me confier à quelqu'un qui n'était ni ma compagne, ni un client, ni un ami, ni mon associé. Voilà, j'avais une tierce personne avec qui je pouvais partager ou tester, ou qui me confrontait, ou qui me faisait progresser quelque part. Et puis, chemin faisant, Nicole, notre consultante, a pris sa retraite. Et il y a eu un vide un petit peu chez Axence où on n'avait plus personne qui nous accompagnait. Jusqu'à ce que je rencontre... Ça s'appelle Axence depuis le début? Ça s'appelle Axence depuis 2004. Ok. Voilà. Et est-ce que 2004, du coup, c'est le début où vous commencez à faire une stratégie? Ça va avec le nom aussi ou... C'est parce qu'on a fait une stratégie en 2002-2003 qu'on est arrivé à créer quelque chose qui s'est... Une unité, quoi. Une unité. Et on a quitté chacun dans sa ligne d'eau pour avoir une entreprise et avoir une vision partagée, une vision commune. Et ça, c'était pas une simple affaire. Parce qu'il faut d'abord savoir ce qu'on veut soi personnellement, avant de pouvoir se projeter à petit plusieurs. Aparté, parce que moi, avant de te rencontrer, j'ai rencontré du coup les dirigeants d'Axence un peu par hasard lors d'un rendez-vous où j'allais leur présenter Pennylen. Et du coup, quand je t'ai rencontré pour la première fois, je t'ai dit que j'avais été très impressionné parce que justement, c'est un des rares cabinets où quand je suis arrivé, pendant peut-être une demi-heure avant qu'on commence le rendez-vous, ils m'ont exposé le plan stratégique. Alors, je sais plus si c'était à 3 ou 5 ans, mais super bien pensé. Oui. Et donc, c'était pas juste du... Enfin, tu sentais que c'était vécu, quoi. Oui, c'était incarné, c'est vécu et ouais. c'est incarné. Et je ne doute pas aujourd'hui, moi, ça fait un peu plus de 18 mois que j'ai quitté le groupe et je suis convaincu que c'est toujours incarné, toujours écrit, toujours partagé. Et c'est un appui, c'est une énorme boussole. Et le plus important, c'est de le partager aux salariés parce que ce n'est pas les dirigeants qui mettent en œuvre, c'est les équipes qui mettent en œuvre une stratégie.
Donc oui, on peut dire qu'en 2003-2004, il y a un point de bascule parce que j'ai l'arrivée de deux jeunes, Pierre Billet et Christophe Perrier, qui sont plus jeunes que moi, 7-8 ans de moins que moi, mais qui vont me donner un boost et qui vont légitimer. Et donc, à partir du moment où ils comprennent là où nous voulons aller, c'est quand même plus facile d'intégrer ou de dire, bah, tiens, tu me donnes envie ou ça donne envie. Voilà. Et donc là, eux, ils arrivent, c'est quoi? C'est un rachat de cabinet ou Alors, non, il y en a un, son papa est expert comptable, donc on a agrégé, et l'autre, il est arrivé comme ça, et on lui a dit, bah, tiens, tu t'associes, et puis c'est parti, quoi. Donc, on a assez vite projeté le pourquoi on s'associait. C'est l'alpha et l'oméga, c'est pourquoi on s'associe. Quel est mon projet personnel avant d'avoir un projet collectif. Et du coup, je ne sais pas si c'est trop intime ou pas, mais toi, c'était quoi, du coup à l'époque, en 2004 Alors, moi, en 2003-2004, j'ai assez vite compris que un cabinet d'expertise comptable devait avoir entre 50 et 100 personnes parce que je voyais les demandes clients qui s'élargissaient de plus en plus. Au-delà de la comptabilité, la fiscalité, le social, le conseil juridique, l'audit d'acquisition, et sans parler de l'informatique, pour ne pas dire l'aide au recrutement. Donc, un cabinet d'expertise comptable peut faire plein de choses. Alors, certains disent, mais je ne veux pas faire telle ou telle chose, mais l'ambition j'avais toujours la bonne occasion de dire, ben, on va développer ce service, etc. Donc, pour ça, il faut avoir une masse critique. Il faut avoir une masse critique. Et moi, j'ai toujours souhaité partager avec mes équipes pourquoi on faisait les choses et pourquoi on accompagnait. Et la vocation d'Axence, c'est faite par une baseline il y a quelques années, c'est faciliter le développement de l'entreprise. Donc, quand on veut faciliter le développement d'un client, eh ben, on va lui offrir un maximum de services qu'on va marketer, qu'on va essayer de vendre le mieux possible. Et donc, moi, j'ai toujours souhaité professionnaliser. Et c'est pour ça que moi, dès qu'on est 25 ou 30 personnes, je me projette en disant, ben, ça serait bien qu'un jour, Axence soit 50 ou 100 personnes. Comme ça, on pourra avoir un vrai DAF, on pourra avoir un vrai directeur commercial, un marketing, un vrai DSI, un vrai DRH. Et ça ne sera pas l'un d'entre nous qui, en plus de son job, fera ça. Non, on va professionnaliser des gens et on va les recruter à l'extérieur. Ils ne seront pas du sérail et ça va être quelque chose d'assez fort. Et quelque part, l'objectif a été atteint au début des années 2020. Et moi, j'ai eu le sentiment finalement d'avoir atteint mon rêve dans l'expertise comptable. Et vu que je continuais d'être accompagné, nous continuons. Et quand tu dis l'objectif, c'est justement, vous êtes devenu entre 50 et 100 et vous avez été professionnalisé. On était même 120 personnes à peu près. Okay. Donc, belle entreprise, plusieurs sites, très dynamique et bien organisée au niveau de sa gouvernance. Structurée. Et très structurée. Je crois que notamment votre DG et pas une expert comptable. Exactement. Ça, c'était un rêve quand je suis parti et elle s'appelle Émilie Martel. Ouais. Et c'était un rêve que moi j'avais, je l'avais partagé avant de partir à mes associés. J'ai dit, je pense que si elle a la carrure pour être la directrice générale du groupe, après vous faites ce que vous avez envie. Et un jour, elle m'apprend ça et j'étais très heureux pour eux, pour les équipes, pour elle et pour la profession aussi. Parce qu'à un moment donné, quand on dirige une boîte de 100 ou 120 personnes, c'est tous les jours, tout le temps. Alors, on avait fait le test avec un autre associé, Pierre Billet, qui s'y est collé pendant 5-6 ans, je crois. Et ce n'était pas si facile que ça. Voilà, bref, moi j'ai toujours été accompagné et avec un mix de consulting à plusieurs et de rencontres individuelles entre associés et le consultant ou le coach. Et à un moment donné, je faisais ça pour mes clients. Et j'ai voulu me légitimer et faire un parcours de certification dans une grande école parisienne, notamment. Et j'ai fait ce parcours pour avoir une certification, pour me crédibiliser moi-même, sachant qu'un coach, finalement, il n'a pas besoin de certifier. Il a besoin d'être lui-même, il a besoin de son expérience, il a besoin d'être en écoute et il a besoin de s'intéresser à son client. Et donc ça, c'est il y a un an? Ça, c'est il y a 4 ans. C'était en 2020. Il y a 4 ans, tu fais le parcours de coach d'HEC, je crois. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est un chahut. Ça dure un an, c'est ça? Ça dure un an. Ouais. Ça dure un an. Donc, alors, c'est pas à temps plein, mais c'est 30 jours en présentiel, plus tout le reste. Donc, grosso modo, j'ai bien fait chier mes associés, mes salariés, ma famille, tout le monde, parce que je change de spectre. Hein. On change complètement de vision des choses.
Et au retour ou à la Puis j'imagine certification, qu'il y a un peu aussi d'introspection pas mal. Enfin, c'est assez... ça doit pas être reposant complètement pour Non, l'esprit, non, quoi. non, c'est un tohu-bohu interne. Ouais. Alors, j'avais probablement des prédispositions à travailler sur moi ou à me projeter, et puis à aller sur des zones, sur les émotions ou sur l'intuition ou sur tout un tas de choses. Donc j'avais cette prédisposition, mais elle s'est exacerbée lors de cette formation. Donc c'est un sacré parcours et c'est plus une transformation d'ailleurs qu'une formation. Et en revenant, les associés disent c'est bien ce que tu as fait, on va projeter ça dans la stratégie Accence, de faire une division coaching et accompagnement de dirigeants. Ça a été affiché, ça a été projeté et ça a été... Alors ça n'a pas du tout été un échec, mais ça a été impossible à faire en fait. Parce que le mindset d'un expert comptable, c'est pas le mindset ou un état d'esprit d'un conseil et d'un coach. C'est pas possible. On peut pas être le matin certificateur ou assurer la sécurité fiscale ou sociale de son client et l'après-midi aller à la rencontre d'un client nouveau par définition et lui dire tiens, je veux te coacher ou je veux t'accompagner. C'est très difficile. Il y a un trop grand écart, quoi. Voilà. Et moi, je me suis trouvé à un moment donné à la croisée des chemins. C'est est-ce que je reste chez Accence, dans un super cabinet dans lequel j'ai une superbe situation professionnelle, il y a une belle renommée, il y a de beaux clients, tout est dans le vert quelque part, ou je fais le pas de côté pour dire allez hop, je fais le grand saut que j'ai un peu en dehors de ta zone de mais confort. en dehors, voilà. Et là, j'avoue, j'ai été beaucoup aidé par mes associés qui m'ont mis le pied à l'étrier. Ils me disent Hervé, écoute, on voit que c'est difficile pour toi. Ouais, on te propose ça, qu'est-ce que tu en penses? Et puis finalement, j'ai accéléré le truc. Et j'ai quitté le groupe avec plein de choses positives, quoi, quelque part. Et aujourd'hui, je suis tout à fait dans un modèle différent. Mais je suis très heureux d'avoir fait ce pas. Voilà. Trop bien. Et donc, tu te lances vraiment en tant que coach. Et donc, tu accompagnes des dirigeants d'entreprises, on va dire, normales. Ouais. Et également pas mal de dirigeants Oui. de cabinets d'expertise, dirigeantes ou dirigeants de cabinets d'expertise comptable. C'est quoi à peu près le ratio Alors, aujourd'hui? Quand j'ai lancé mon activité, j'ai, comme d'habitude, souhaité être bien accompagné. Donc, je me suis payé une agence de com qui m'a défini ma baseline, mon nom, etc. Parce que ça me paraissait important que je puisse incarner quelque chose et bien le vivre et le montrer. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais changer de métier. Et puis, grosse bêtise, je vais aussi changer de secteur d'activité. Donc, évidemment, mon spectre, c'était entreprise BTP, entreprise de transport, agent immobilier, conseiller en gestion de patrimoine, start-up, fonds d'investissement. Voilà. Peut-être, désolé, je t'interromps. Ton ambition quand tu lances Gentle Minds, c'est de rester solo, ou c'est un moment de faire grandir Gentle Minds en recrutant des coachs sur la structure Il faut tout que je dise. Oui. Okay. Donc de faire non, grandir, c'était pas être seul. C'est pas être seul. Donc, j'ai un projet. J'ai une ambition de pouvoir réunir plusieurs personnages un peu comme moi, sur lequel il y aurait différentes sensibilités, mais avec un dénominateur commun, la façon d'aborder la relation client. Voilà. Okay. Donc ça, oui, j'ai cette ambition. Okay. Certains m'ont dit « Ah, ça y est, t'es en pré-retraite ». Non, pas du tout. J'ai une forte ambition, parce que quand je me suis lancé là-dedans, je me suis projeté à 15 ans. Okay. Donc j'avais 54 ans à l'époque. Je me suis dit, je ne vois pas pourquoi je ne travaillerais pas jusqu'à 70 ans. Ça m'excite, okay. Ça me plaît, il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc au début, tu vas plutôt vers des secteurs qui ne sont pas forcément là où tu viens. Oui. Et en fait, je suis rattrapé par mon métier. Alors, dans le deal de départ du groupe Accence, vu que j'avais une fonction très importante dans un groupement qui s'appelle France Défi, qui est un magnifique groupement que je dirigeais aux côtés de Philippe Germer, Philippe me dit, oui, finis ton mandat, donc jusqu'à l'automne 2024. Je lui dis oui. Et puis, finalement, je vais être Lisbonne confronté... que tu as fait le discours d'adieu. Là, ouais, c'est ça. J'ai eu la chance de pouvoir dire au revoir et dans des conditions hyper sympas, hyper agréables. Et finalement, des confrères me sollicitent maintenant. Que ce soit des confrères que je connais ou des confrères que je ne connais pas ou des organisations que je ne connais pas. Mais il s'avère que j'ai une énorme connaissance du monde de l'expertise comptable. J'ai été élu dans l'ordre professionnel. J'ai été président de section syndicale. J'ai été membre de clubs
de clubs comme Espace Innovation, comme les clubs RCA qui ont existé pendant des années. Et puis, quand on dirige un groupement France Défi, on connaît énormément l'écosystème. Et on connaît parfaitement les acteurs, on connaît parfaitement l'évolution. Et vu que j'ai toujours été curieux dans mon métier, eh bien, je suis très sensible aux acteurs. Et j'ai toujours pour coutume de dire que j'aime bien aller à la rencontre des gens. Donc, quand on veut aller plus loin, on va plus près. Donc, je vais au contact. Ok. Je n'hésite pas. Et donc, du coup, là, dans la plupart des cas, c'est plutôt des confrères ou des consoeurs qui te contactent. Oui. C'est quoi le brief typique, quoi? Alors, il n'y a pas de brief typique. Il y a des situations qui font que ça sature. Okay. Je vais t'en citer 3. Le premier, c'est on vient de passer encore une saison infernale. On n'arrive pas à prendre du temps pour nous et on voit un mur d'échéance où on voit notre associé, créateur du cabinet, qui va partir à retraite dans 6 mois et on n'a toujours rien préparé et au secours. On ne sait pas comment s'y prendre. Et donc, un peu un appel au secours en disant « Qui peut m'aider ? J'ai besoin d'aide ». Donc ça, c'est une première situation. Donc, on va dire petit cabinet, pas forcément structuré, pas forcément avec une stratégie, enfin vraiment cabinet de 15-20 personnes. Voilà, j'en ai eu 2 comme ça, j'en accompagne encore un sur ce sujet. Donc voilà. Deuxième situation, événement un peu difficile, c'est-à-dire arrêt dans la gouvernance d'un des associés majeurs. Et là, c'était pas prévu. C'est pas dramatique parce que c'est pas une disparition ou une maladie, mais c'est un changement de vie parce que là aussi saturation et une des parties de la tête du cabinet, là c'est plutôt grosse structure, 300-400 personnes, et comment on fait pour le remplacer parce que c'était pas prévu du tout et il part dans 3 mois. Donc se réunir, voilà. Donc là il y a plusieurs missions dans la mission, c'est-à-dire la communication, la compréhension, pourquoi on en est arrivé là, etc. Troisième cas qui est en cours, c'est des cabinets qui grossissent. Et, alors on va dire entre 100 et 200 personnes, donc multi-associés, et il n'y a pas de colonne vertébrale, il n'y a pas de charte, on n'a pas pensé, on s'est agrégé. Ça a grossi par-ci par-là, et la culture entrepreneuriale n'est pas présente à tous les étages de l'entreprise. Les associés ne sont pas forcément entrepreneurs, ce sont des techniciens. Et il faut réunir ce qui s'est désuni. Mais est-ce que ça s'est déjà uni avant ? Donc, gros travail d'introspection pour savoir si celles et ceux qui se sont mis autour de la table au cabinet, ils ont envie de faire la même chose au même moment et pour telle ou telle disposition. Donc là, c'est un travail plus profond. Voilà. Mais il y a multiples situations et il n'y a pas de cas, on va dire, il n'y a pas de cas unique. Et ça, du coup, c'est tous des situations où, a priori, les gens ont un problème à résoudre. Alors, c'est ça le problème, en fait. C'est qu'on vit dans un monde merveilleux où on attend d'être malade pour se soigner. Tu pourrais normalement tu devrais ne pas attendre ça, quoi. Et là, je ferai la promotion encore d'Axence, parce qu'Axence n'a jamais été malade de sa gouvernance ou de ses associés. Il y a eu du temps, il y a eu du gros temps, hein. Il y a eu des moments chauds, mais il y a eu des entrées d'associés, des départs, il y a eu tout, et tout s'est plutôt très bien passé. Ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir pas de frottement ou de friction. Néanmoins, quand il y a une bonne organisation, une bonne charte, et qu'on applique les choses et qu'on a des valeurs, parce que les valeurs, c'est pas tout de le dire, il faut les vivre, à un moment donné, on entretient la bonne santé. Et entretenir une bonne santé, quand on est dirigeant, c'est juste essentiel. Et quand on est dirigeant d'experts comptables avec des actionnaires qui sont producteurs, parce qu'il n'y a pas trop de sleeping partners dans les cabinets d'expertise comptable, enfin ça vient un petit peu par les fonds d'investissement, mais chaque associé est producteur. Donc c'est ce schéma qui est difficile à équilibrer, on va dire cette quadrature du cercle qui mélange le métier d'expert comptable, le métier de manager, le métier d'associé et le métier de dirigeant. Donc c'est difficile d'aligner les mêmes compétences aux mêmes étages. Voilà. Et ça, c'est un sujet que je travaille. C'est un sujet que les gens ont vraiment conscience. Néanmoins, ils ne veulent pas forcément prendre le temps. Parce qu'il faut prendre du temps pour ça.
il faut se poser. Il faut réfléchir à ce que l'on veut faire. Il faut faire... Ça peut être dur aussi, j'imagine, de se Évidemment regarder que dans c'est le miroir dur. et de se dire... C'est effrayant. Sur un marché ou sur un métier qui a à la fois une inertie, mais qui a une perspective de chiffre d'affaires qui est récurrente, qui a 2, 3 ans, 4 ans de chiffre d'affaires devant elle. Enfin, la profession, hein, j'entends. Le cabinet, il n'y a pas péril en la demeure. Alors, on parle toujours de problèmes de recrutement. Ça, c'est un faux problème, en fait, parce que du recrutement, il y en a. C'est de conserver les gens. Et donc, quand tu es attaché à un volume, à une récurrence, à des échéances permanentes, tous les mois, tous les 15 jours, de se poser et de réfléchir à soi et de réfléchir au collectif, c'est pas que les gens ne savent pas faire, c'est qu'ils n'osent pas le faire. Et ils ont oublié que l'entreprise principale de leur cabinet, c'est leur boîte, c'est leur cabinet. Moi, je répète ça en permanence, c'est le dossier numéro 1 du cabinet, c'est le cabinet en lui-même. Ouais. Mais non, c'est juste combien de temps vous y passez, comment vous professionnalisez vos relations, est-ce que vous ritualisez, est-ce que vous rythmez vos rencontres, et ça, c'est fondamental. Mais ça, c'est pareil avec ses amis, c'est pareil avec sa famille, c'est pareil avec ses enfants. Et certains sont meilleurs avec les amis ou avec la famille ou avec les associés, et d'autres, voilà. En tout état de cause, c'est quelque chose d'obligatoire et d'indispensable. Et c'est pour ça que je suis assez convaincu que ce sujet est fondamental. C'est un peu comme dans la pyramide de Maslow, hein. Si on ne se préoccupe pas de la base, hein, de sa sécurité et de son alimentation, on ne va pas survivre quelque part, hein. Eh bien, dans une entreprise, quelle qu'elle soit, si on ne s'occupe pas des fondations, si on ne s'occupe pas de sa gouvernance et de sa stratégie, ça ne sert à rien d'aller maintenir ses compétences, maintenir ses missions, aller conquérir des nouveaux clients, parce que ça ne durera qu'un temps. Ça ne durera qu'un temps. Ou alors, si ça dure longtemps, ça va faire de la casse. Voilà. Et un métier qui est en grande sinistralité, c'est l'expert comptable. Et tu veux dire C'est simple, la CAVEC, c'est la Caisse autonome de vieillesse des experts comptables. Elle est très performante. Certains vont dire parce qu'elle est bien gérée. Alors, je dirais oui, mais c'est surtout parce qu'il y a une grosse sinistralité des experts comptables. Ils meurent jeunes, quoi. Oui. Okay. Oui. Et c'est au-dessus de la moyenne. C'est assez effrayant. Donc, on n'arrive pas à maintenir en bonne santé. Donc, il faut qu'il y ait un événement ou une transmission à venir ou... Voilà, on attend souvent la transformation de l'extérieur, alors que moi, je considère que ça vient de l'intérieur. Et du coup, donc toi, tu coaches à la fois individuellement les dirigeants ou les dirigeantes, et aussi en groupe, ou c'est... Alors, quand je fais une proposition d'intervention, j'ai 3 niveaux d'intervention. Je vais avoir la direction, je vais avoir le collège d'associés. Donc d'abord un cahier des charges avec la direction, ça peut être le CODIR, ils sont 2, ils sont 3, ou il est tout seul. Voilà. Après un point avec les associés, ils peuvent être 3, ils peuvent être 10, ils peuvent être 15. Voilà. Et quoi qu'il arrive, au même moment qu'on avance avec le CODIR ou qu'on avance avec les associés, eh bien, il faut impérativement un moment où individuellement il y a un échange, soit dans la confidentialité, pour que les personnes puissent se livrer. Et quand sur un cabinet de 12 ou 13 associés, là, quand j'ai 3-4 items qui reviennent et qui ont été dits par l'un, par l'autre, par le troisième, je le fais ressortir à la communauté, sans dire c'est un tel qui l'a dit. Mais quand on parle plusieurs fois du même sujet alors que ça n'a pas été abordé, c'est un problème. Ok, donc ça dure entre 3 et 9 mois. Oui. C'est quoi pour toi les facteurs... Enfin, j'imagine que parfois ça marche, parfois ça marche pas. C'est quoi les facteurs clés de succès d'un bon accompagnement ou... Alors, les facteurs clés de succès, c'est d'abord de vouloir y accorder du temps. Okay. C'est un investissement en temps. C'est un investissement des personnes qui sont coachées. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez mettre la priorité sur le travail pour votre cabinet? Et très concrètement, toi, c'est quoi ce que tu recommandes en temps à y consacrer? On va dire c'est probablement une dizaine de journées sur 9 mois. Ok, donc un jour par mois, quoi.
Un peu plus d'1 jour par mois. Ah oui, bien. Parce que ça peut être 2 jours d'affilée. Ok. Enfin bref, c'est sans compter le travail qui va être fait entre deux. Mais c'est juste, grosso modo, si c'est 10 jours à 8 heures, ça fait 80 heures. Un expert comptable qui passe 80 heures sur un client, c'est son gros client. C'est son très très gros client. Donc vu que j'ai dit tout à l'heure que c'était le plus gros client du cabinet, tu comprends ce que je veux dire, Ok. il a intérêt à y passer du temps. Ok. Donc l'investissement majeur, c'est celui-ci. Les clés de la réussite, c'est de bien définir la problématique. Mhm. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire de quoi on parle. C'est quoi notre besoin? Et là, mon job, c'est de bien comprendre le système. Et une de mes points forts que j'ai observé au fil de ma carrière, c'est qu'assez vite, j'arrive à comprendre la systémie de l'organisation. J'arrive tout de suite à voir un peu les points de fragilité ou les points forts, la personne un tel. Voilà. Donc ça, c'est un de mes points forts. Et il faut que je puisse le restituer pour à la fois être factuel, apprécier les risques, et puis proposer ce que j'appelle un ROI, c'est-à-dire un retour sur investissement. Parce que ce qui est important, c'est dans toute activité dans l'entreprise, si j'investis dans quelque chose, j'ai envie d'avoir un retour. Et c'est quoi l'investissement? C'est passer du temps, c'est payer un consultant. Et le retour sur investissement, c'est j'y vois plus clair. Je peux m'organiser un peu mieux parce que j'ai abandonné certaines choses. Je vais en créer et je veux en supprimer. Donc, je travaille avec les gens sur ce type de choses. Donc, quelque part, la cocotte minute diminue, donc ils y retrouvent un confort. Et puis, enfin, quelqu'un les a écoutés. Alors, le hasard veut que ce soit moi à un moment donné, mais là encore, les conseillers ont besoin d'être conseillés de temps en temps. Donc, voilà un peu le schéma. Et puis, à moi de sentir et d'être... on va dire, extrêmement ferme sur le cadre, extrêmement ferme sur les engagements des uns et des autres, parce que c'est difficile à manager un expert comptable. Et un expert comptable associé, c'est pas simple, parce que c'est des personnalités souvent fortes qui s'appuient beaucoup sur leur savoir, sur leur technique, sur leur rôle important qu'ils ont vis-à-vis de leurs clients. Et même, ils ont une posture un petit peu singulière en réunion d'associés. Et mon rôle, c'est d'être assez cash. C'est de ne pas caresser dans le sens du poil. C'est d'être assez le plus à l'écoute possible. Et là encore, je peux restituer une énorme partie de ma carrière professionnelle par beaucoup d'exemples. Voilà, donc ça peut être inspirant. Et du coup, tes plus gros succès que tu as eu, soit avec des dirigeants, dirigeantes de cabinet ou d'entreprises J'en citerai 3. Le premier, je suis convaincu que Accence, c'est un succès en termes de gouvernance. C'est un succès en termes de solidité d'entreprise. Voilà, donc ça, pour moi, c'est un succès. Et c'est une vitrine, quoi, aussi. Oui, c'est une vitrine et je pense que c'est un très beau modèle. Inspirant. Donc pour moi, j'en suis extrêmement fier. Très fier. Et comme d'habitude, on ne fait pas les choses tout seul. Et j'ai eu la chance d'avoir des associés ouverts à ça. Mais on s'est donné les moyens de passer beaucoup de temps, énormément de temps entre associés. Ça a été à un moment donné douloureux quand on passe trop de temps. Du coup, vous étiez combien d'associés à la fin? Alors, moi, quand je suis parti, il y en avait 10. Okay. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a 10 ou 11, je ne sais plus. Okay. Voilà. Et on a été accompagnés. C'est-à-dire que le fait d'être accompagné est un clé de succès. Donc, je considère que dans ma vie professionnelle, ça a été un beau succès. J'ai un autre succès qui fait que j'ai accompagné un agent immobilier qui, j'avais acheté par son intermédiaire un local professionnel. Puis il me dit, Monsieur Granet, c'est étonnant ce que vous faites. Bon. Et puis, je dois vendre un appartement. Et puis, je le sollicite. Et assez vite, je comprends qu'il a des failles. C'est un type plein réseau, très bon dans son métier, mais moi, là, je suis son client, donc je ne me pose pas trop la question. Et puis, à un moment donné, il me dit, Monsieur Granet, est-ce que vous pourriez m'accompagner? Ah bon? Il me dit oui. Et puis, je dis, mais pour quel sujet? Je sentais à peu près bien le sujet.
Il dit oui, j'ai un problème de management, j'ai un problème de la relation à l'argent. La relation à l'argent. C'est-à-dire que sans qu'on me demande, je fais toujours des remises. Ah ben je lui dis oui, je l'ai bien remarqué. Oui. Et je lui fais une proposition d'accompagnement, comme je fais un coaching de dirigeant, on va dire 8 séances. Voilà. Et au bout de la 3e séance, j'ai arrêté, j'ai mis fin au contrat parce qu'il était très satisfait. Donc je suis très heureux de l'avoir accompagné sur cette transformation. Et il duplique et est tellement content qu'il me fait venir d'autres personnes. Ça, c'est la 2e. Et la 3e satisfaction, c'est on m'a appelé il y a un peu plus d'1 an maintenant, un cabinet de 300, on va dire 400 personnes, oui. Et ce que je disais tout à l'heure, où le dirigeant, le président, c'était pas prévu au programme, a demandé à ses associés de s'en aller. Il assumait pleinement la direction et la gouvernance de l'entreprise, mais apparemment, il ne devait plus s'y retrouver. Et il les a laissés dans une difficulté assez forte parce que les autres associés n'étaient pas nombreux en tant qu'associés directs, mais ils se sont trouvés trahis, abandonnés. Ça faisait 25 ans qu'ils bossaient ensemble. Ils avaient racheté la boîte, le cabinet, 4 ou 5 ans avant, juste avant le Covid d'ailleurs. Et ils ne voyaient pas de solution au problème. Donc ils m'ont sollicité et j'ai, je pense, détendu les choses. Et on a travaillé de concert pour trouver un nouveau dirigeant quelque part. Et ça a été une satisfaction qui m'a été renvoyée. Donc, okay. Là, ça doit faire plaisir. Alors, aujourd'hui, j'ai encore plus le sentiment d'être utile. Ça ne veut pas dire qu'avant, je me sentais inutile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est mon action, c'est mon impact, c'est mon discours, ou ma remarque, ou mon silence, ou mon intransigeance, ou ma façon d'écouter. C'est assez rapide comme retour. C'est-à-dire, je reçois des messages qui me font chaud au cœur. Avant, je recevais ces messages, mais je savais que c'était le cabinet. Donc, j'allais tout de suite voir les équipes en disant, le client, Arthur est super content de vous. Donc, voilà, super. Puis, je passais à autre chose, en fait. Là, c'est extrêmement enrichissant. Et alors, comment tu factures tes prestations ? Sans pas forcément besoin de parler du prix en soi, mais tu factures à l'heure passée, c'est, j'imagine, des packages, ou est-ce que c'est genre parfois, est-ce que on t'a déjà demandé au résultat ? Je sais pas, je me rends pas compte. Alors, parce que c'est le genre de prestation où j'imagine, si ça marche, la valeur que tu amènes, elle est limite immesurable, quoi. Oui. Oui. Donc, comment tu arrives à capter un peu la valeur que toi t'amènes ? Je reconnais bien le discours d'un chef d'entreprise. Un bon conseil n'a pas de prix. Je facture à la journée, à la demi-journée ou à l'intervention flash. La journée, bon, c'est une journée. La demi-journée, c'est une demi-journée. Et l'intervention flash, c'est 1h30. Okay. D'accord ? Et un budget, il faut compter entre 8 et 40 000 euros selon l'intervention, selon la volumétrie. Ça se fait sur devis, sur proposition, où je rappelle le contexte, je rappelle la demande. Je vais faire une évaluation budgétaire des différentes phases qui vont être nécessaires pour aller au résultat. Et en principe, c'est 2 ou 3 phases. Je vais mettre un volume de jours et ça va faire un budget. Donc la phase numéro 1, elle va coûter 9 000 euros. La phase numéro 2, peut-être 5 000. La phase numéro 3, 12 000. Et je vais associer à ce budget un nombre de jours et un prix de journée. Et mon prix de journée est à 2 400 euros, ma demi-journée à 1 400 et mon intervention d'1h30 à 750 euros. Voilà. Ok. Merci pour ta transparence sur tout ça. C'est pas le sujet. Le sujet, souvent, c'est la valeur que c'est au-delà de ça. Et je dis pas que le prix n'est pas un problème. Je dis que le prix est une chose, la valeur est tout autre chose. Et quand, entre guillemets, malheureusement, les gens veulent résoudre une problématique subie, ils savent que le plus important, c'est pas le paiement des honoraires, c'est est-ce qu'ils vont y accorder du temps ? Est-ce qu'ils vont s'autoriser à prendre du temps ? Parce qu'une journée d'un associé ou une journée de 10 associés autour d'une table, ça coûte très cher. Ouais. Quand on fait une réunion d'associés et que ça passe 4 heures à 200 ou à 300 euros de l'heure, les 4 heures coûtent une fortune pour un résultat qui est
néant de temps en temps. Mmh. Donc, il faut mettre en rapport les choses. Voilà. Ok. Par curiosité, est-ce que tu as déjà eu, point de vue éditeur, est-ce que tu as déjà eu un changement de logiciel qui se passe par exemple mal, qui a un truc qui déclenche le problème, qui est le fait générateur où on fait appel à toi, ou est-ce qu'au contraire, tu as déjà eu des cabinets qui, après avoir mis en place leur stratégie, notamment se sont dit, en fait, pour arriver à mettre en place cette stratégie, il faut que je mette en place, alors pas forcément un logiciel de prod, hein, mais il faut que je lance cette nouvelle activité ou que je mette ce nouveau logiciel. Alors, j'ai 2 remarques par rapport à cette question. La première, c'est que souvent, les organisations, elles font les choses à l'envers. C'est ce que je vois, c'est que souvent, normalement, Voilà. il faut commencer par une strat et puis après. Voilà. Elles le font à l'envers, mais c'est-à-dire que je ne suis pas forcément organisé et j'attends d'un ERP de m'organiser. Erreur grave. Ça sous-entend qu'on n'a pas fait son état des lieux, on n'a pas fait son cahier des charges. Et on pense que l'adaptation va faire qu'on sera mieux organisé demain. Ça va être possible, mais ça va faire beaucoup de casse humaines des équipes, parce que ça sous-entend que ça n'a pas forcément été pensé. Moi, récemment, j'ai un expert comptable qui m'a dit qu'ils avaient essayé de changer donc, d'outil de GI, de RP du cabinet, pas l'outil de prod, vraiment juste la GI, et que ça avait vraiment été une cata. Et je crois que l'associé dirigeant fondateur, il a dit si on fait pas de marche arrière, je quitte tout, quoi. Oui. Enfin, tu peux arriver dans des que, situations. Parce que dans un cabinet d'expertise comptable, déjà dans le collège des associés, il peut y avoir des personnes d'âge ou de culture différentes. Et dans l'équipe des collaborateurs, il y a des gens qui ont des âges différents et des cultures différentes. Donc il y en a qui aiment s'adapter et d'autres qui n'aiment pas s'adapter. Le mindset des gens qui travaillent en cabinet d'expertise comptable, ils sont capables de s'adapter, mais pas dans la grande violence, pas dans le... ils sont agiles, mais relativement. Donc il faut prendre en compte ça. Et donc, je disais, le premier truc à l'envers, c'est on considère que l'outil va organiser les gens, ce qui est complètement faux. Il faut d'abord avoir un bon process et après on s'outille. Et le deuxième, c'est que vu qu'il y a peu de gens qui ont une stratégie ferme et claire et qui sont presque intransigeants avec l'application de leur stratégie, eh bien, c'est peut-être pas forcément au bon moment qu'ils vont choisir de changer de RP. Et ça peut poser des problèmes parce que certes, il peut y avoir l'énergie créatrice, l'énergie de la nouveauté, mais au service de quoi c'est ? Au service de quoi c'est ? Et quelque part, une des difficultés, alors là, c'est toutes les entreprises, parce que j'accompagne une entreprise dans le bâtiment en électricité, et ils ont changé de RP et c'était pas simple non plus. C'est que le mode opératoire sur la stratégie doit permettre de faire une gestion de projet. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait dans les entreprises au sens large et dans les cabinets, c'est de savoir faire de la gestion de projet. Là, je te rejoins. Et c'est vrai qu'en étant dirigeant chez France Défi... Il y a peu de cabinets qui ont des gens... Tu disais, il faut structurer, professionnaliser. Oui. Il n'y a quasiment pas de cabinets qui ont des rôles de chef de projet, quoi. Je n'en connais pas beaucoup. Je n'en connais pas beaucoup. Et à l'inverse, quand ça se passe super bien, on sait qu'après, qu'il y avait une gestion de projet. Ouais. Et chez France Défi, j'ai quitté il y a quelques mois maintenant, c'est quelque chose qu'on a fini par mettre à l'ordre du jour parce que nous en étions convaincus avec Philippe Germer. Et quand on a fait travailler ne serait-ce que les salariés du groupement sur cette gestion de projet, ça paraît évident qu'il y a différentes phases dans un projet et qu'on a toujours l'impression qu'on peut éluder les premières phases. Et quand on dit oui, on avance. Quand on dit non, on fait un peu de marge. C'est-à-dire qu'on réfléchit un petit peu mieux. Donc, pouvoir dire non dans une gestion de projet, c'est fondamental. Donc, c'est pour ça que je dis que souvent, on fait, parce que j'y suis dedans, mais les choses sont faites à l'envers. Alors moi, en tout cas, de mon côté, j'ai pu voir que les cabinets avec les déploiements les plus réussis, c'est ceux, comme tu dis, où d'abord, il y a une stratégie. Oui. L'outil n'est qu'à la fin au service de cette stratégie. Et ensuite, il y a de la gestion de projet, gestion, accompagnement du changement, bien expliqué, de façon transparente. Oui.
à ses équipes pourquoi on fait tout ça, Oui. comment on va le faire. Oui. Et puis, dans une organisation, alors au cabinet, moi, je l'ai vécu parce que dernier changement de RP, c'est il y a plus de 10 ans, mais j'étais vraiment observateur. On pense qu'à l'intérieur de l'entreprise, ce sont les mêmes qui vont étudier le marché, qui vont faire le cahier des charges, qui vont choisir le produit, qui vont le mettre en œuvre et qui vont faire progresser les gens. Or, c'est jamais les mêmes personnes. Ce sont des équipes différentes parce qu'il faut avoir une culture différente à chaque fois. Bah, écoute, super, merci beaucoup, très très clair. Peut-être, je vois que le temps tourne. Ce que je voulais te demander, c'est si toi, tu as des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se lance aujourd'hui ou hésite à se lancer dans le métier de l'expertise comptable. On a pas mal de bouleversements qui arrivent, la facture électronique, tout ce qui est développement de l'IA générative. Bah, quels conseils tu donnerais? Est-ce que tu lui conseillerais de devenir plutôt coach, plutôt expert comptable, un peu des deux? Je conseillerais d'abord de faire ce qu'on aime. Et il n'y a rien de... Comme disait l'autre, si tous les matins je fais quelque chose que j'aime, je ne veux pas avoir un sentiment de travailler. Et en fait, il faut essayer de définir ce qu'on ne veut pas faire. Et très souvent, je travaille sur qu'est-ce que je ne veux pas. C'est plus facile à faire le check de ce que je ne veux pas et ça permettra après de faire ressortir ce que je veux. Exemple pour un jeune qui veut s'installer ou qui veut créer son cabinet. Eh bien, est-ce qu'il va faire que du DAF partagé ou il va faire que de la tenue de BNC ou il va plutôt déléguer de la tenue et lui, il veut faire que du conseil? Il peut très bien tout seul et faire que du conseil. Il aura un portefeuille de 10 ou 15 clients, mais il fera que du conseil. Il ne veut pas faire de la fiscalité ou il va faire que de la fiscalité. Néanmoins, ce qui est toujours intéressant, c'est de décider ce que l'on ne veut pas. Et ça aide énormément. Or, des moments, l'expert comptable, il veut toujours tout faire. Non, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Parce qu'il faut se mettre à la place du client. Si je dis au client, écoute, je veux tout résoudre tout, ce n'est pas crédible. Et c'est ça, des moments, la difficulté d'un entrepreneur, c'est qu'est-ce que je ne fais pas, savoir dire non. Et hier encore, j'ai échangé avec un dirigeant d'un cabinet d'expertise comptable, et c'est pas le premier à me dire ça, qui me disait les jeunes experts comptables diplômés ne veulent plus venir rejoindre les gros cabinets, s'associer. Ils préfèrent se lancer à leur compte. Il me disait qu'il y a, les chiffres des créations de cabinets ex nihilo sont assez élevés, quoi. Quelle est ta lecture de ça et quelle est ta reco? Un ou une jeune expert comptable venant d'être diplômé, rejoindre un groupe, que ce soit Accent, soit un autre, ou partir de zéro. Alors, par rapport à ça, j'ai une expérience qui fait que c'est pas nouveau, ça. J'ai eu la chance de faire une campagne électorale en 2007-2008 sur la région Rhône-Alpes pour être élu à l'ordre des experts comptables. Et j'avais découvert à ce moment-là une myriade d'experts comptables solo. Et ils travaillaient en informel ensemble. Donc, sur des grandes villes, je pense que ça a toujours existé. Okay. Ce qui est peut-être nouveau aujourd'hui, c'est l'accès aux outils à moindre prix, à moindre coût. Et je pense que l'évolution sociologique sur le nomadisme quelque part, c'est-à-dire je suis expert comptable installé à Brest, mais mes clients ils sont de partout parce que je peux télétravailler. Donc quelque part j'ai une super liberté, ce que les grandes compagnies ne peuvent pas proposer, mais c'est normal. Voilà. Donc que ça se remettre à l'ordre du jour, cette volonté de se créer ex nihilo et de travailler en solo, je ne suis pas surpris. Ça se fait dans tous les métiers. Ça se fait vraiment dans tous les métiers parce que moi, je connais bien le BTP, par exemple. Et ben, souvent, il y a des sous-traitants. Ils ont plus intérêt à travailler des moments avec des sous-traitants qui sont solo ou qui sont à 2 ou 3 plutôt que de les intégrer. Dans l'IT, c'est pareil. On va dire qu'il y a l'aspect sociologique des choses et puis il y a l'aspect technique de l'autre qui fait qu'aujourd'hui, avec presque un téléphone ou un mini-ordinateur, on a toute sa GI avec soi. Alors qu'avant, c'était plus compliqué. Okay. Et le conseil, encore, faut faire ce qui plaît. Et puis, si on a intuition, il faut y aller à fond, quoi. Faut y aller à fond.
Parce que le client, au bout du bout, quand en face, il a son interlocuteur qui aime ce qu'il fait, bah, il sait qu'il aura quelqu'un d'impliqué et d'investi. C'est le principal à la fin. Et c'est le principal. Et ben, merci pour ce mot de la fin, Hervé. Merci beaucoup pour ta participation aujourd'hui. Merci Arthur. Et puis, du coup, si nos auditeurs sont intéressés par te rencontrer, éventuellement faire appel à tes services, comment ça se passe? Ils vont sur ton site Gentleminds? Exactement, j'ai un site internet, Gentleman. Ils vont sur LinkedIn, Hervé Granet. Ils me trouveront assez vite. J'ai pas mal de contacts chez les experts comptables ou chez d'autres. Et en tout cas, qu'ils n'hésitent pas, et c'est sans engagement. De toute façon, people by people. Donc soit les gens m'achètent, soit ils ne m'achètent pas. Soit on a envie de bosser avec, soit on n'a pas envie. Okay. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.